Je voulais donc trop de choses. C'est beaucoup trop de choses, mais enfin, je fais la même remarque que ma collègue. Bien, très heureux de pouvoir vous dire quelques mots. J'essaierai d'être bref. J'ai le redoutable plaisir et l'honneur d'être le dernier dans cette table ronde, dans l'intervention de M. Nord. Je voudrais passer vite peut-être sur certains éléments. J'ai souhaité avoir un PowerPoint. Vous avez bien sûr le résumé de mon intervention. Je me situe de manière un petit peu différente par rapport à mes collègues dans cette table ronde. Nous avons entendu des choses à la fois très élevées et très concrètes. Moi, j'ai une entrée un petit peu différente dans la question, qui consistera à attirer votre attention sur les conditions de circulation des idées dans la matière qui nous occupe. Je fais une petite remarque préalable, une première remarque qui est un petit peu négative, mais que je modérerai ensuite. Il me semble que définir des objectifs à une telle échelle géolinguistique, c'est-à-dire l'échelle de l'Asie du Nord-Est, c'est peut-être risqué, si l'on décolle des terrains, risquer la banalité. Ce qu'on avance en général en termes d'objectifs très généraux, peut-être de finalité, c'est l'hypothèse d'une nouvelle citoyenneté. L'hypothèse maximale étant celle d'une citoyenneté mondiale. C'est aussi l'hypothèse d'une paix des langues et par les langues. Et malheureusement, les exemples sur la planète nous montrent souvent que la connaissance des langues des uns et des autres ne suffit pas à assurer la paix. Quant à la compréhension mutuelle dans une culture régionale étendue, je ne suis pas sûr qu'elle passe forcément par les langues. C'est un facteur positif peut-être, mais pas plus. Alors s'agissant d'une culture mondialisée, où chacun trouverait son bonheur dans un flot culturel généralisé, il n'est pas évident non plus, malgré des thèses très intéressantes qu'on a entendues ces dernières années, que le multilinguisme soit la solution. Voilà, un point de vue un petit peu négatif. Une deuxième observation venue du colloque, simplement, notre table ronde, sans doute pour des raisons de longueur du titre, n'inclut pas pluriculturel, mais seulement plurilingue, si je ne m'abuse. Mais je crois que, bien évidemment, nous avions, et nous l'avons vu dans les trois interventions précédentes, tous à l'esprit que les cultures sont indissociables, bien sûr, des langues. Cela dit, introduire le culturel complique notablement l'analyse. Alors, le développement que je suivrai est très simple, un rapide état des lieux, un programme de travail en termes essentiellement de recherche universitaire, je crois que c'est là peut-être que je peux dire le moins de bêtises, des objets de recherche précis et une conclusion. Alors, au lieu de parler d'objectifs en général, je parlais plutôt d'objectifs de travail. Et je reprends là quelques idées que j'avais, avec bien d'autres, émises à Séoul en 2005. Certains d'entre vous faisaient partie de cette rencontre. Il s'agissait de la promotion du français en Asie du Nord-Est. 5 ans plus tard, je reprends à peu près les termes de l'intervention que j'avais faite et que j'ai ressorti de mes tiroirs numériques pour souligner quelques points. Là aussi, permettez-moi de vous dire, je ne cherche pas à choquer mes auditeurs, mais simplement à stimuler leur réflexion sur des questions qui passent trop souvent pour évidentes, ou des réponses plutôt, qui passent trop souvent pour évidentes. Premier point. Il me semble qu'il y a un affaiblissement des méthodologies à l'heure actuelle, en didactique des langues en général. À la fois en matière de cohérence interne, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on avait déjà relevé ces incohérences dans l'approche communicative. Je pense à des textes de Bizère, de Galisson, il y a 20 ou 30 ans, 1980 exactement. En matière de cohérence, nous ne sommes pas si sûrs de nos méthodologies. Et d'autre part, en termes d'adéquation au contexte, la diffusion d'une certaine approche fait que nous sommes au contraire de plus en plus persuadés qu'il y a risque d'y avoir des ruptures scientifiques, épistémologiques, méthodologiques. Alors, elles ont des effets. Par exemple, les propositions européennes. Je suis intervenu hier pour dire que dans une certaine mesure, elles étaient stimulantes.
Mais je voudrais dire aussi aujourd'hui combien elles sont déstructurantes. Parce que relativement monopolistes, remplaçant un modèle par un autre modèle. On le voit bien, si on travaille à Hanoï, si on travaille ici, à Kyoto, si on travaille en Indonésie ou à Singapour, on voit bien quel impact ces nouveaux paradigmes scientifiques ont des effets déstructurants sur ceux qui les reçoivent. 3 exemples, la parole des praticiens. Il est difficile de dire qu'on n'est pas d'accord. Beaucoup ont eu ce courage. Il y a eu un colloque à Kyoto en 2009 qui a beaucoup questionné là-dessus. Sur la réflexion pluraliste qui doit être celle de la didactique, on ne chasse pas une méthodologie pour la remplacer par une autre. Ce n'est pas comme ça que ça marche à travers le monde. Et sur les objets de recherche, par exemple des doctorants, qui vont se voir des sujets interdits parce que ça n'est plus dans la mode. Ça ne se fait plus, on n'en parle plus. Alors il y a ainsi des champs de la recherche qui sont sous-valorisés et d'autres qui sont survalorisés. Par exemple, l'évaluation à l'heure actuelle est survalorisée. C'est à mon sens, bien entendu. On observe aussi, deuxième élément dans le champ, une hétérogénéité croissante des apprenants, ça a été dit dans ce colloque, quant à leur profil cognitif et culturel et à leurs besoins réels. Tout le monde ne sera pas mobile. Notamment, le fait que nous ayons une mobilité virtuelle fait que nous avons peut-être parfois tendance à être moins mobiles physiquement. Un certain nombre d'entre nous démontrent le contraire ici, mais il est probable qu'on ne se déplacera peut-être pas autant qu'on l'imagine. Un paramètre dans le champ, ou un facteur plutôt, il va jouer, c'est l'environnement. On va essayer de remplacer les déplacements physiques par des visioconférences ou des systèmes virtuels. Dernier point, l'instrumentalisation des langues au détriment des cultures, qui a été souligné par le professeur Inoki, par exemple, il y a 2 jours, et par bien d'autres ici, et qui n'est pas sans nous inquiéter. Un élément intervient dans le champ comme un facteur de circulation des idées très très fort, c'est le changement technologique radical, mais ce changement est à la fois inégal, selon les terrains, même en Asie du Nord-Est, développement technologique plus ou moins grand, moyens matériels aussi plus ou moins grands selon les établissements et les niveaux, et il est inégalitaire. Il creuse probablement dans une certaine mesure l'écart entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Et ça, c'est un facteur qui m'inquiète personnellement beaucoup. Ceux qui ont les moyens d'organiser des e-tandems, de se déplacer, d'aller en France, etc., et ceux qui ne les ont pas. Enfin, un facteur très important, me semble-t-il, sans être un grand spécialiste de l'Asie du Nord-Est, je pense que le facteur de glottopolitique, de politique linguistique régionale, qui est à la fois mouvant, qui me semble très peu stabilisé et par là même assez imprévisible, va jouer dans les années à venir, en fonction des rapports politiques entre la Chine, le Taïwan, la Corée du Sud, ce qu'il adviendra du champ, etc. Je crois vraiment qu'il y a là des facteurs très puissants. Voilà, j'ai voulu insister d'abord sur ces questions et je serai un petit peu plus léger sur la suite. Alors les objectifs, c'est d'abord, bien sûr, nous restons dans le postulat d'un cadre conceptuel qui est classique, qui est il faut étendre le répertoire plurilingue, il faut instaurer une pluralité de langues et de supports. Alors l'objectif est le perfectionnement d'individus plurilingues dans ses connaissances et ses compétences, sous au moins un triple aspect. Je suis invité à ne pas bouger. Sous au moins un triple aspect, celui de la personne, l'individu, au sens occidental, avec toutes les ambiguïtés que peut recéler ce mot en contexte asiatique. Il faut vraiment réfléchir là-dessus. Bien sûr, cela a déjà été fait largement, rapport au groupe notamment. L'agent social, en relation avec une des communautés, avec qui veut-il communiquer et pourquoi faire. Et enfin, le producteur de biens et de valeurs est l'apprenant. Producteur de biens, de richesses, de plus-value et de valeurs, cette fois-ci, non pas de devises sonnantes et trébuchantes, mais de valeurs spirituelles, intellectuelles, éthiques. Alors à partir de là, nous, universitaires, nous tous d'ailleurs, nous sommes tous des universitaires, ceux qui sont en face de 30 élèves aussi sont des universitaires. Nous avons à réfléchir à différents ordres de domaines. Par exemple, les contacts ou les conflits. Je
Sprachkonflikt. Hein. Vraiment, les termes allemands sont très, très forts, très clairs là-dessus, et nous ont beaucoup imprégnés en France. Tout contact conflit-culture s'agissant de théorie de la communication, s'agissant de philosophie, confucianisme versus néolibéralisme, avec des chocs sur lesquels on ne peut pas passer. Quand je suis face à mes étudiants coréens, je ne peux pas faire comme si j'étais à Paris 8. C'est comme ça. Bien sûr, c'est banal ce que je dis, mais quelles sont les implications? Le rôle de l'éducation, et notamment des points qui ont déjà été soulignés, j'en étais très heureux dans ce colloque, la part du littéraire, qui n'est pas à négliger, la part de l'esthétique, du beau, et la part du scientifique. En matière de langue, c'est là que je suis peut-être le plus compétent, bien sûr, j'aimerais vous le dire, on a toute une réflexion à avoir à la fois sur les systèmes graphiques, sur leur coexistence dans l'individu, sur les interlangues. Ça a été évoqué système graphique et latéralisation d'ailleurs de façon intéressante par une collègue arabophone. Donc on est vraiment dans une problématique mondiale. Les interlangues, bien sûr, la construction des systèmes transitoires, et puis les questions d'acquisition de langues voisines, distantes, modimes, peut enseigner quelle est l'image des langues dans ces domaines. Je vois un troisième champ de recherche extrêmement fructueux, celui des technologies, dans lesquelles j'inclus les méthodologies, les manuels, la formation d'enseignants, les TIS, ou encore l'évaluation. Il me semble qu'il y a là un programme de travail considérable qu'il faut opérationnaliser. Alors, les objets de recherche sensibles, si vous voulez, toujours dans le cadre de notre réflexion, je ne m'écarte pas, j'espère. Merci, absolument. Bon, j'ai 7 diapos, dont 2 de bibliographie, qui bien sûr ne feront pas l'objet de commentaires. Il en découle des objets de recherche sensibles, je vous disais, dans le cadre étroit évidemment, des objectifs que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire d'un enseignement qui tendrait au plurilinguisme. Et il faut réfléchir aussi à ce qu'on appelle enseignement plurilingue. Je dis enseignement qui tendrait au plurilingue. Alors les objets, ils sont méthodologiques, rationnels, éducatifs et identitaires. C'est un classement qui vaut ce qu'il vaut et qui permet des regroupements. J'appelle l'objet méthodologique de recherche ce qui prend en compte la complexité sociale. Par exemple, en Europe, très largement, une politique impulsée par des groupes de réflexion extrêmement légitimes, bien sûr, Commission européenne, Conseil, etc., qui ont la parole, parce qu'ils sont élus, ils sont représentants de la communauté des Européens, mais constamment discutés. Un certain nombre de personnes parmi vous le savent. Je pense notamment à l'interaction entre expertise scientifique et passage dans une instance délibérative, voire décisionnelle. Quand un universitaire, 2 ou 3 d'entre vous se reconnaîtront ici, est pris, arraché à son milieu universitaire, scientifique, et qu'il passe dans une instance politique, il n'est plus tout à fait le même. Il n'a pas la même liberté, bien sûr, mais il y a aussi des avantages. Parmi les acteurs, voici ceux que je recensais. Ensuite, des objets rationnels économiques, je les appelle ainsi. Notamment pour une intégration de ces apprentissages qu'on veut rendre multilingues, et cela a été souligné notamment par Mme Lee-Nim, de manière à ce qu'ils soient intégrés dans un curriculum pensé ensemble. Cette intégration des curricula prônés par Roulet, Eddy Roulet il y a 20 ans, où en est-on exactement de cette intégration? Éducatif aussi, parce que bien entendu on est dans l'hypothèse d'un travail global, non cumulatif sur la personne que j'ai évoquée, et identitaire bien sûr, parce que là je ne vois pas quel consensus pourrait se dégager en Asie du Nord-Est sur les choix politiques et éthiques nationaux qui appartiennent à chacun des pays en question. C'est d'une grande complexité. Alors, en conclusion, ça ira, monsieur le modérateur. Il me semble, à moi, très, très modestement, encore une fois, mon modèle d'analyse est un petit peu simple, rendu simplifié aujourd'hui. Il me semble que seul l'outil d'analyse plurifactorielle peut être commun. Ce que j'appelle pompeusement outil d'analyse plurifactorielle, c'est un modèle d'observation des langues et des pratiques. Mais, toute comparaison au-delà de l'observation me semble peut-être vaine, en ce sens qu'elle est difficile à exploiter.
Je prends un exemple, l'évaluation de la recherche. On a vu ce que ça a donné que l'évaluation de la recherche quand on a essayé de généraliser des échelles d'appréciation de la qualité de la recherche à travers le monde. Autre exemple, le classement des universités est rendu absolument discutable, voire contestable et fort critiquable. On le sait, chaque fois qu'un classement des universités sort, c'est un tollé tout à fait légitime vis-à-vis des outils, des échelles d'évaluation, QS, Times, etc., tout ce qu'on voudra, on en est là. Quant au classement PISA des systèmes éducatifs, on lui fait ce qu'il ne dit pas, puisque, comme le sigle l'indique, c'est un classement d'abord des performances des individus, des compétences et des performances des individus sur certains objets, dans certaines activités, et il n'y a pas à en tirer de conclusion générale. Un simple trait là-dessus, la Corée et la Finlande, la Corée du Sud et la Finlande, sont toujours très bien classés dans les classements PISA, le Japon aussi, pour des raisons, si on regarde les deux systèmes éducatifs, complètement opposés. Système coréen, système finlandais, il n'y a pas plus opposé. Je connais un petit peu le système finlandais, le système coréen un peu mieux, il n'y a pas plus opposé. On n'arrive pas du tout par les mêmes moyens à des résultats qui sont fort honorables dans les deux cas. Donc il y a des modélisations très difficiles et des transferts technologiques tout à fait incongrus. Alors la domination, non de l'anglais mais de l'anglo-américain, répond, ça on en sera d'accord, on va le placer là, à un besoin de véhicularité, et puis on va l'accepter dans l'ère culturelle et linguistique asiatique. Mais cela nous impose, en tout état de cause, à imaginer des créneaux différents, semble-t-il, pour les langues, les autres langues, on va dire, et chaque fois, si vous me permettez, je ne vois pas de solution globale à cette question, chaque fois différent, par langue, et par pays. Enfin, un véritable plurilinguisme trouve ses limites, ici comme partout dans le monde, dans le cadre que permet le curriculum et que permettent les formats éducatifs. Il y a des priorités, il y a un mode d'appropriation, et puis il y a des moyens qui sont comptés. Même un pays comme l'Espagne, en Europe, a des problèmes avec sa 4e ou 5e langue. Le français se retrouve 5e par la force des choses, avec les langues des régions. Nous sommes ici dans une logique de compétition entre les langues, et le schéma qui consisterait à imaginer que tout le monde est ami, tout va bien, on va bien s'entendre avec les germanistes, avec les hispanistes, etc., et on va trouver un modus vivendi, me semble un schéma un petit peu angélique, un petit peu trop irénique. Je pense que nous n'avons pas réglé les questions de coexistence entre nos langues, même si nous avons des postures bien plus positives qu'il y a quelques années. Un exemple simplement, celui du partenariat des langues instauré notamment sous l'égide de l'OIF, entre le français et les langues africaines, à partir de Libreville, et les actions que l'AUF mène, par exemple, en Asie du Sud-Est, dans le cadre de Vallophrase, un grand consortium d'actions où le respect des langues et la coexistence des langues n'est pas un vain mot. Alors, tout ceci, qui n'est pas un constat complètement négatif, loin de là, n'interdit pas de travailler, donc, à influencer les grandes orientations, chacun dans le domaine qui est le sien, en matière d'innovation didactique, il faut continuer à chercher, en matière d'image des langues, il faut travailler là-dessus, de leur poids scientifique, économique et politique dans chacune des sociétés de l'ère culturelle qui nous intéresse aujourd'hui. Je m'en tiens là. Les références, je les laisse de côté. Merci.